Bonjour à toutes et à tous, chères auditrices, chers auditeurs, chers tous. Vous écoutez une nouvelle émission de tout et de rien, votre émission favorite qui vous parle de tout et surtout de rien. Et aujourd'hui, cette fin novembre, ce 28 novembre 2025, nous recevons avec grand joie Sébastien. Comment vas-tu, Seb, aujourd'hui ? Salut à tous, écoute, ça va très bien, je te remercie. Écoute, ça me fait super plaisir de t'avoir à nouveau sur le plateau, d'autant plus que tu as un sujet en réserve qu'on avait prévu depuis un petit moment, mais ça y est, il arrive pour le 11e épisode, pour l'avant-dernier épisode de cette saison qui ne comportera cette année que 12 épisodes. Mais on y reviendra plus tard. Alors, je vais me permettre d'ouvrir le bal, encore une fois, en vous parlant un petit peu oiseaux. Alors Seb, je sais pas si t'avais écouté des chroniques d'oiseaux cette année, je pense pas. Non, pas vraiment. Non, tout à fait, non, tu es passé à côté. Car oui, bon, les auditeurs, je vais devoir le répéter, mais vous avez compris. Cette année, je parle beaucoup d'oiseaux marins comme l'année dernière, mais cette fois-ci d'oiseaux marins de l'hémisphère nord. Puisque cette année, je vous parle du genre Alcidés. La famille des Alcidés, c'est une lignée d'oiseaux plongeurs qui comprend les mergules, les pingouins, les stariques, les guillemots et les macareux. Et c'est justement aujourd'hui l'heure de vous parler de macareux. Alors, t'imagines ça comment un macareux, Seb ? Alors, j'en ai aucune idée. Ok. Un macareux, tu dis ? Ouais, un macareux, ouais, tout à fait. Plus particulièrement, d'ailleurs, c'est le macareux rhinocéros dont on va parler aujourd'hui. Alors, à part un macaron qui aurait trop cuit, ou une espèce d'hybride dégueulasse qui ne mérite pas d'exister, tu vois. Ah mon dieu, sinon, je ne sais pas quelle ce que horreur. c'est qu'un macareux rhinocéros. Eh bah, figure-toi que moi non plus, je savais pas trop ce que c'était que le macareux rhinocéros. Alors, le macareux classique que les gens connaissent, qu'on appelle aussi puffin en anglais, c'est le macareux moine, vous savez, cette espèce de petit animal noir et blanc avec un bec très très coloré et de très petite taille qui vit notamment beaucoup dans les pays celtiques et en Amérique du Nord. Mais ce qui distingue le macareux rhinocéros, c'est comme son nom l'indique, il a une petite excroissance corneuse qui orne son bec à la saison de reproduction. C'est très mignon comme animal. Alors, t'es allé voir le macareux tout court ou le macareux rhinocéros ? Oui, du coup, Alors, je suis allé voir le macareux rhinocéros, du coup. Il est chouchou, effectivement, c'est absolument adorable. Et oui, je confirme, il a cette petite excroissance à l'extrémité du bec, même un peu au-dessus du bec. Tout à fait. Et il a des moustaches. Il a des moustaches aussi, ouais. C'est un macareux rhinocéros moine Shaolin. C'est ça. Comme quoi, c'est la corne qui a plus frappé que la moustache finalement. En tout cas, pour le naturaliste allemand Peter Simon Pallas, qui l'a décrit pour la première fois en 1811. Alors, le nom de son genre, c'est Cerorhyncha, qui vient du grec kéras, qui veut dire corne, et rhynchos, qui veut dire museau, bec. Du coup, rhinocéros, encore une fois, c'est pareil. C'est une référence directe à l'excroissance, du coup, en forme de corne que porte le bec des adultes reproducteurs. J'arrive pas à parler. Cette corne, entre guillemets, n'est pas permanente. Elle apparaît chez l'adulte en période de reproduction pour probablement jouer un rôle dans la communication sexuelle et sociale, puis est perdue après la saison. Un mécanisme comparable à la perte des plaques colorées du bec chez les macareux moines. Et en même temps, vous me direz, ça paraît logique, puisque le macareux rhinocéros est un macareux. Donc, ça paraît logique qu'il ait des liens avec le macareux moine. Sauf que non, là il y a un twist. Le macareux moine, dont on a déjà parlé, fait partie de la famille des Fratercula. D'ailleurs, en anglais, on ne dit pas macareux rhinocéros, on dit rhinoceros auklet, ce qui veut dire littéralement petit pingouin rhinocéros, puisque auk en anglais signifie pingouin et que penguin signifie manchot. Sauf qu'en français, le petit pingouin fait partie du genre Alca et pas Cerorhyncha. Et il s'appelle Razorbill dans la langue de Shakespeare. Mais en même temps, chez les Anglais, le terme auklet désigne en réalité le staric en français de la famille de Alcidés. Également, et pour le coup, le macareux rhinocéros est considéré par certains scientifiques comme étant plus proche du macareux que du staric, puisqu'ils appartiennent tous deux à la boîte des Fraterculini, là où le staric appartient à celle des Aetini. Alors certes, les deux font partie de la grande boîte des Fraterculinae, mais là, on commence vraiment à jouer sur les mots. Bon, vous avez compris, c'est le bordel. À un moment donné, il faudrait se mettre d'accord sur les noms parce que ça va plus. En fait, je propose d'ailleurs que ce soit les Anglais qui arrêtent de mal nommer les animaux. Et dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez de cette petite suggestion. Donc voilà, désolé pour ça, mais il faut malheureusement y passer. Les Anglais.
C'est vrai, peut-être que ça serait plus simple en effet. Non, on salue bien évidemment tous nos auditeurs britanniques, on sait qu'ils sont très nombreux. Alors bien sûr, c'est une petite blague. Bref, donc le genre Cerorhinca, je sais même pas si je le prononce correctement, n'a pas toujours été représenté par une seule espèce. Des fossiles montrent qu'il a été, à des époques géologiques passées, beaucoup plus diversifié. Voici quelques-unes des espèces fossiles connues. On a le Cerorhinca dubia, qui date du Miocène tardif, en Californie notamment, près de Santa Barbara. Le Cerorhinca minor, à la fin du Miocène et au début du Pliocène, sur l'île de Cedros, en Basse-Californie, au Mexique. Le Cerorhinca reaei, Pléiocène tardif, sud-ouest des États-Unis. On a aussi une espèce non nommée qui s'appelle Cerorhinca sp. Du Pléiocène, de ce qui est aujourd'hui la côte est des États-Unis, notamment Caroline du Nord, ce qui prouve que le genre avait jadis une distribution beaucoup plus large, incluant aussi l'océan Atlantique. Alors là, j'ai utilisé plein de termes scientifiques. Clément, s'il était là, il serait ravi, mais je vais devoir vous l'expliquer quand même. Le Pliocène, c'était il y a 5,3 à 2,6 millions d'années, donc à l'époque des Australopithèques. Je vous renvoie à ma chronique sur les espèces humaines que j'avais faite en saison 5. Et le Miocène, c'était il y a 23 à 5 millions d'années, donc il y a longtemps. Vous savez, c'est à cette époque qu'il y avait les dinothériums, les éléphants chelous avec des défenses inversées pour racler la terre à la recherche de la bouffe. Enfin bon, c'est pas le sujet. D'après les études paléontologiques, le genre Cerorhinca aurait évolué dans le nord du Pacifique à l'époque du Miocène moyen tardif. Ainsi, l'actuel Macarorhinocéros est ce qu'il reste d'un groupe ancien et jadis diversifié. Une sorte de survivant unique d'une lignée qui a connu plusieurs espèces et des aires géographiques bien plus étendues. Ce passé fossile inclut des individus ayant vécu beaucoup plus au sud qu'aujourd'hui, comme on l'a vu jusqu'au Mexique, ce qui indique une plasticité écologique historique importante du genre. De plus, la découverte d'un fossile dans les dépôts Pliocènes de la côte est américaine modifie profondément notre compréhension de son histoire biogéographique. Le genre n'était donc pas limité au Pacifique comme on le croyait, mais a vraisemblablement connu une radiation transocéanique, puis un recul et une extinction jusqu'à ne survivre qu'au Pacifique. Alors aujourd'hui, où est-ce qu'on trouve des Macarorhinocéros ? C'est un animal du froid, donc on va le trouver dans le Nord Pacifique. Plus précisément de la Californie, notamment les îles Channel, jusqu'à l'Alaska, en passant par les îles Aléoutiennes. On le trouve aussi en Asie de l'Est, notamment les côtes du Japon, les îles Hokkaido et Honshu, mais aussi sur la péninsule coréenne et sur l'île bien évidemment de Sakhaline en Russie. En période hors reproduction, qu'on appelle aussi internuptiale, l'espèce fréquente des eaux marines côtières plus pélagiques, donc plus profondément dans les océans, sans nécessairement rester proche des zones de nidification. Sur les cartes de répartition, ces zones montrent bien que l'aire d'influence couvre largement l'océan Pacifique nord-est, nord-ouest, séparé des populations d'alcidés de l'Atlantique. Puisque par exemple le macaromoine c'est plutôt Atlantique nord, pour rappel. Le fait que le genre Cerorhinca ait existé à la fois dans le Pacifique et anciennement dans l'Atlantique suggère que les dynamiques marines, climatiques et géographiques ont beaucoup changé au cours des derniers millions d'années. Ce recul de distribution peut s'expliquer par des glaciations, des changements de température, de niveau de mer, par la disponibilité des proies et des habitats adaptés, voire même de compétition avec d'autres espèces marines. Ainsi, le Macarorhinocéros n'est pas seulement un oiseau marin contemporain, c'est une relique vivante, dernier représentant d'un genre ancien, avec un héritage évolutif riche. Cela en fait un objet d'intérêt particulier pour la paléontologie, la biogéographie et la biologie évolutive des oiseaux marins. Mais bon, bref, à quoi ça ressemble vraiment un Macarorhinocéros ? Alors, vous avez entendu Sébastien le décrire tout à l'heure, je vais aller un peu plus en profondeur. C'est un oiseau marin robuste, entre 35 et 38 cm de longueur, pour un poids moyen de 533 grammes. Sa morphologie est adaptée à une vie de plongeur, avec des ailes courtes et puissantes qui servent littéralement à voler sous l'eau, tandis que ses pattes agissent comme gouvernail pour diriger ses déplacements aquatiques. Chaque année, à la saison de reproduction, le bec, orange et jaunâtre, se dote donc d'une excroissance cornée caractéristique, lui donnant donc son nom vernaculaire comme on l'a vu. On l'a vu également, cette corne sert d'ornement sexuel. Durant le cycle de vie reproductif, les Macarorhinocéros adoptent un comportement grégaire. Ils nichent en colonies, souvent sur des îles côtières, en creusant des terriers dans le sol ou en occupant des cavités naturelles. Ces terriers sont creusés sur des pentes douces, facilitant le départ en vol. L'envol étant assez difficile pour l'espèce qui, comme on l'a vu, est plus adaptée à nager qu'à voler. À l'intérieur du terrier, les adultes creusent un couloir menant à une chambre finale aménagée. C'est là qu'est pondu l'unique œuf de la saison. Le couple est monogame et les deux parents assurent l'incubation, qui elle dure entre 39 et 52 jours selon les populations. À l'éclosion, le poussin est dit semi-précocial.
Recouvert de duvet, il peut bouger un peu mais reste très dépendant de ses parents pour se nourrir et grandir. Pendant la période de nourrissage, les parents adoptent un comportement adapté pour éviter les prédateurs. Chaque nuit, ils reviennent au terrier avec un bec plein de petits poissons, essentiellement des poissons pélagiques vivant en bancs, comme par exemple les lançons et les anchois. Ce nourrissage nocturne semble être une stratégie pour éviter le parasitisme et le vol de nourriture, notamment par les infâmes goélands et autres oiseaux de mer durs. La période d'élevage dure entre 35 et 45 jours, avant que le jeune ne quitte le nid. Sur le plan alimentaire, le macaron rhinocéros est donc un plongeur poursuite. Il chasse en utilisant ses ailes comme des palmes sous l'eau. Et comme on l'a vu, il se nourrit certes de poissons, mais également de crustacés, krill, céphalopodes, selon les disponibilités. Des observations montrent des plongées allant jusqu'à 57 mètres de profondeur et des temps sous l'eau pouvant atteindre 148 secondes. Toutefois, la majorité des chasses se font dans les 5 à 10 mètres de surface, qui sont la plupart du temps les zones riches en bancs de petits poissons. En mer, en dehors de la saison de reproduction, les oiseaux peuvent passer de longues périodes loin des côtes, comme nous l'avons vu, mais restent souvent reliés à des zones riches en proie. Concernant le comportement social et la reproduction, le macaron rhinocéros est donc monogame et les couples tendent à se reformer d'une année sur l'autre. Oui, parce que comme on l'a vu dans toutes ces nombreuses chroniques, du manchot jusqu'au macaron rhinocéros, la monogamie chez les oiseaux, ça ne veut pas forcément dire que vous avez un partenaire sur toute votre vie. Ça veut dire que sur une saison de reproduction, vous n'avez qu'un seul partenaire. Après, ça va différer en fonction des différentes espèces d'oiseaux. Certains vont garder un partenaire sur le plus longtemps possible jusqu'à ce qu'il meure d'une certaine manière. Et d'autres, par contre, vont changer littéralement tous les ans. Mais attention, monogamie, ça ne veut pas forcément dire que vous restez avec la même personne toute votre vie. Et Oui. Et du coup, je suis en train de, pendant que je t'écoute, je suis en train de regarder. Et du coup, c'est rigolo parce que donc il y a un macareux rhinocéros et il y a un macareux cornu. Oui, qui lui fait partie du genre Fratercula par contre. Donc qui est un cousin du macaron moine. On en a pas encore parlé, je pense qu'on y viendra un jour. Et t'en as même le macaron UP, là si tu vas voir une photo. Ouais, bah oui, du hyper coup, rigolo. J'ai trouvé un petit dessin rigolo qui regroupe donc le UP, le cornu, le moine et le rhinocéros. Alors effectivement, le rhinocéros, tu le vois en fait, si tu le mets à côté des autres, il est vraiment à part, même au niveau de la physionomie, Ouais, c'est très rigolo. C'est clair, il ressemble pas du tout aux autres, c'est assez marrant. Alors que pourtant il est dans une boîte supérieure entre guillemets, mais le fait qu'il ait ces espèces de petites barbichettes et cette corne le rapproche peut-être un peu plus des Stariks que tu peux aller checker en photo si tu veux. Mais oui, mon préféré, je pense que c'est celui qui a le plus une tête de punk, c'est le macaron UP, il est vraiment très très rigolo, je trouve. Enfin bref. Ah oui, dis donc, le Starik il est... T'as vu, le Starik il est particulier aussi, hein. Avant la ponte, les couples peuvent former des parades nuptiales, mêlant des contacts de bec entre partenaires, des positions dressées, des mouvements de tête. Ces rituels combinés à la corne sur le bec renforcent probablement l'attraction et la reconnaissance du partenaire. D'un point de vue physiologique, des études montrent que si les ressources alimentaires sont limitées, les poussins réagissent en priorisant la croissance des os plutôt que le stockage adipeux, donc la graisse quoi. Ce qui peut conduire à des oisillons plus légers, plus petits, moins bien portants. Enfin, le macaron rhinocéros, bien qu'il soit un oiseau marin très tourné vers l'océan, combine des comportements terrestres et marins, ce qui en fait un exemple fascinant d'adaptation à un mode de vie dit semi-pélagique. Bon, bien évidemment, le prédateur est aussi une proie, et dans ses colonies, le macaron rhinocéros fait face à de véritables dangers pour lui. Sur les îles de nidification, les œufs et les poussins peuvent être attaqués par des goélands, des corbeaux, voire même des renards. En mer, les adultes peuvent être la proie de rapaces marins tels que le balbuzard pêcheur, ou alors de mammifères marins opportunistes, bien que ces interactions soient relativement limitées comparées aux menaces anthropiques. Parce que oui, qui c'est qui est le plus gros prédateur du macaron rhinocéros? C'est les humains, bien entendu, et en plus ça date pas d'hier. Dans les régions du nord-ouest Pacifique, notamment chez les peuples autochtones d'Alaska et des côtes canadiennes, le macaron rhinocéros faisait partie des ressources marines saisonnières. Les œufs étaient parfois collectés, et les adultes capturés étaient consommés pour leur chair riche en protéines et en lipides, particulièrement pendant l'hiver lorsque d'autres sources alimentaires se faisaient rares. Les plumes et le duvet des poussins ont été utilisés localement comme matériaux de rembourrage pour vêtements ou literie. Ce type d'utilisation restait souvent limité aux communautés côtières et aux périodes de collecte de poussins, échappant à la prédation et n'avait pas d'impact significatif sur les populations à long terme. Avec l'arrivée des naturalistes européens et américains à partir du XVIIIe siècle, le macaron rhinocéros a été observé, collectionné et décrit scientifiquement. Le fameux Peter Simon Pallas, en 1811, comme on l'a vu, fut l'un des premiers à le classer scientifiquement. Plus tard, les becs ornés de cornes et le plumage contrasté ont intrigué collectionneurs et naturalistes, qui ont donc prélevé des spécimens pour les cabinets de curiosité, les musées et les lieux de recherche taxonomique.
Bien que l'exploitation directe par l'homme ait été localisée et limitée, les activités humaines indirectes ont eu des effets plus durables. Car oui, l'activité humaine représente aujourd'hui le principal facteur de risque pour l'espèce. Et comme c'est toujours les mêmes, on va voir si tu arrives à les trouver. Seb, maintenant petit quiz. À ton avis, qu'est-ce qui présente un danger pour le macareux rhinocéros dans les activités humaines? La surpêche. Effectivement, pêche industrielle et capture accidentelle, les macareux rhinocéros peuvent se prendre dans des filets ou des long lines, surtout lorsqu'ils poursuivent des bancs de poissons en surface. Bien joué. Quoi d'autre encore? Je ne sais pas trop, Marc. Est-ce que c'est les activités commerciales, des mouvements de bateaux? Alors les pollutions marines, ouais, tout à fait. Hydrocarbures, plastique représentent un danger direct pour les oiseaux marins. Les becs et les plumages peuvent être contaminés en réduisant leur capacité de chasse et d'isolation thermique. On a aussi du coup la réduction de la disponibilité des proies, puisque la surpêche affecte les stocks de poissons. Et cette limitation peut provoquer des retards de croissance et un taux de survie réduit chez les jeunes. Un auquel on ne pense pas forcément souvent, c'est l'introduction d'espèces invasives. Avant les humains, il y avait moins de rats ou de renards sur certaines îles qui vont se faire une joie de dévorer les œufs et les poussins. D'ailleurs, il y a même des programmes d'éradication qui ont été menés avec succès sur certaines colonies pour virer les rats, notamment. Et enfin, le dernier, c'est celui qui affecte l'ensemble de la planète Terre, c'est le dérèglement climatique. Parce que les modifications de température et de courants océaniques peuvent perturber la distribution des proies et provoquer un décalage entre période de reproduction et disponibilité alimentaire. Mais heureusement, plusieurs mesures ont été mises en place pour protéger le macareux rhinocéros. Dans de nombreuses colonies sont situées sur des îles protégées ou dans des aires marines protégées, réduisant le risque de prédation humaine et de perturbation. Des programmes de suivi et de restauration de colonies visent à protéger les sites de nidification et à retirer les prédateurs comme on l'a vu. On tente aussi de sensibiliser les pêcheurs à l'utilisation de techniques réduisant les captures accidentelles pour limiter les mortalités des macareux en mer. Bon, ça c'est pas gagné, mais on essaye quoi. Et enfin, il y a des projets de recherche scientifique qui étudient l'impact des changements climatiques et la disponibilité alimentaire sur la reproduction, permettant du coup de tenter de créer des mesures de protection au fil du temps. Mais ça pareil, c'est bof bof. Toutefois, malgré tous ces problèmes, l'espèce reste pour le moment relativement stable à l'échelle globale. Certains sites clés nécessitent une protection continue. La combinaison de pression naturelle et anthropique, même si elle ne met pas actuellement l'espèce en danger critique, doit être suivie de près pour assurer que le macareux rhinocéros continue de prospérer dans ces colonies du Pacifique Nord. Le rôle des zones protégées et les efforts de gestion ciblés est donc essentiel pour garantir la survie de cette espèce emblématique des océans Pacifiques et des écosystèmes insulaires côtiers. On croise des doigts très fortement pour que le macareux rhinocéros s'en sorte, parce que s'il meurt, c'est toute une famille qui mourra avec lui. Et c'est comme ça que prend fin donc cette chronique sur un animal très méconnu, le macareux rhinocéros. Et je suis très heureux d'avoir pu te le faire découvrir aujourd'hui, Sébastien. Ouais, c'était super intéressant. Alors moi j'ai une question. Oui. Par rapport à ça. Vas-y. Est-ce que c'est un animal qui, parce qu'on parlait des menaces représentées par le genre humain, ouais. Est-ce que c'est un animal qui est chassé ou braconné quelconque manière? Alors il était chassé avant, mais normalement je crois qu'aujourd'hui en tout cas j'ai pas trouvé de traces de chasse au macareux rhinocéros. Alors je te dis pas que ça arrive jamais, mais en tout cas c'est pas institutionnalisé. Là où, si je dis pas de conneries, je crois qu'il y avait encore des gens qui chassaient le macareux moine dans les pays scandinaves, mais là je t'avoue que je me souviens plus trop parce que ça fait 1 an que j'ai fait la chronique sur les macareux moines. Mais en tout cas c'est des choses qui sont en train d'être... Sur les animaux pélagiques nordiques, c'est des trucs qui sont en train d'être réglementés où il vaut mieux éviter. Des chasses par tradition ou justement par rareté. C'est ça. Je crois que c'est les gens qui veulent absolument avoir un animal empaillé ou vivant, oui, mais c'est parce ça, que justement il est en voie de disparition et du coup. Ouais, par contre c'est vrai que alors celui-là j'ai pas vu que ça le touchait, mais il y a beaucoup d'animaux chez les alcidés où il y a le tourisme de la dernière chance, où on va aller les emmerder pour les voir avant qu'ils décèdent. Mais comme le rhinocéros, le macareux rhinocéros n'est pas sur les listes en danger, peut-être que les gens viennent pas le faire chier, il est moins connu que le macareux moine ou même le pingouin Torda par exemple, enfin le petit pingouin, ou le guillaume de Troie, où c'est plus compliqué d'aller les voir quoi, parce qu'il y en a beaucoup moins. Et du coup je crois que c'était pas les pays scandinaves, alors je te le fais de mémoire, mais il me semble que c'est en Irlande où il y avait une tradition où il fallait aller buter des macareux moines pour les bouffer, et je crois qu'ils ont changé ça et maintenant ils mettent des petites bougies en face de chez eux, tu vois, au moment de la saison des amours, parce qu'à la base ils attendaient le moment où les macareux venaient se reproduire pour aller les descendre, donc ce qui est logique mais pas très sympa, donc heureusement les choses ont tendance à évoluer et à changer de temps en temps quoi. Ok. Et du coup toi par contre je t'en prie, tu ne veux pas nous parler d'oiseaux aujourd'hui, mais tu veux nous parler de la grandeur de Rome.
Oui, effectivement, moi j'ai pas du tout parlé d'oiseaux, encore que Encore que l'aigle, hein, mais l'aigle on ne va pas parler exactement. de symbolique aujourd'hui. Non, on va aborder un sujet beaucoup plus terre à terre et prosaïque, puisqu'on va parler de ce que Rome fait de mieux. Qu'est-ce que Rome fait de mieux, La Charles? guerre. La guerre, effectivement. On va parler de guerre, d'une des innombrables guerres de Rome, en tout cas que Rome a menées. Et Dieu sait qu'il y en a beaucoup. Et nous allons parler des guerres de Veii, en tout cas des prémices des guerres de Veii. Et donc Marc, est-ce que tu connais Veii? Parce que tout le monde connaît Rome, mais Ben, Veii. alors, VI, je me suis un peu renseigné, parce qu'à la base, on devait faire ça dans un hors-série sur la guerre de VI, du coup. En plus, moi, je le prononçais mal, dans ma tête, c'était VS. Mais en fait, du coup, c'est VI, parce qu'il n'y a pas d'accent sur le deuxième E. Alors, VI, du coup, c'est une cité sur la péninsule italienne, et c'est étrusque, je crois. Oui, tout à fait. C'est une cité étrusque, effectivement. C'est une cité qui a été fondée probablement au 9e siècle, ou 8e siècle. Un peu dans les mêmes périodes que la fondation légendaire de Rome, hein, d'ailleurs, hein, pour rappel, 756 avant Jésus-Christ pour Rome. Ok. Et Veii, alors c'est pas n'importe quelle cité étrusque, puisque c'est une cité donc qui se trouve au sud de l'actuelle Toscane, à 15 km à peu près de Rome d'ailleurs et du Latium. Et Veii, elle fait partie de la dodécapole étrusque. Pareil, autre question pour toi Marc et puis pour les auditeurs en différé. Est-ce que vous connaissez la dodécapole étrusque? La dodécapole étrusque, waouh, pas du tout. J'ai envie de tricher et de dire que les Étrusques ont 2 capitales. Ouais. Et du coup, bah, c'est une des 2 capitales. Je bluffe complètement, j'en sais rien. C'est presque ça, effectivement. Ça correspond à un chiffre. Ok. Puisque donc Paul pour police et puis dodéca pour un chiffre. Sauf que dodéca, donc c'est un terme latin qui vient de duodécime, donc 12. 12, ok. Et du coup, la dodécapole étrusque, c'est les 12 cités étrusques. Ok. Donc, c'est un rassemblement de 12 grandes cités étrusques qui dominent un vaste territoire qui correspondrait aujourd'hui à la Toscane, mais aussi à l'Émilie-Romagne. Ok. Et un peu aussi une petite partie de la région de Venise. Et ces 12 cités étrusques sont Cerveteri, Tarquinia, Volsci, Volsini, Vetulonia, Clusium, Perusia, Arretium, Crotone, Volterra, Fiesole et, bien sûr, Veii. Ok. Et j'ai une question débile, je peux te la poser? Oui, bien sûr. Moi, je connais pas grand-chose. Et les Étrusques, ils parlent latin ou pas? Alors non, les Étrusques, normalement, ils parlent étrusque. Ok, donc c'est... En fait, les Étrusques, c'est un peu le peuple italien qui a dominé, alors non pas toute l'Italie, mais le nord de l'Italie, au moins entre le 10e et 7e, 6e siècle avant Jésus-Christ. Ok. Grosso modo, hein, et des très très grosses bornes. Des gros sabots de bornes. Okay. Et les Étrusques, en fait, c'est les premiers, enfin en tout cas les premiers, les plus connus qui ont profité de l'influence culturelle des Grecs ainsi que des Phéniciens. Ok, d'accord. Et en fait, par le commerce avec les Grecs, les Phéniciens, les Égyptiens, etc., les Étrusques ont fait partie des premiers à développer toute une littérature, mais aussi tout un tas de textes commerciaux, juridiques, législatifs, etc., qui sont encore très connus aujourd'hui. Ok, donc ça veut dire que ce que les Romains ont pris aux Grecs, c'est passé par les Étrusques avant, en fait. Oui, voilà, tout à fait. En fait, les Étrusques, si on veut, c'est un pareil, c'est du très très gros simplification historique. Et effectivement, les Romains ont emprunté aux Grecs par le biais des Étrusques. Ok. Du coup, et les Romains ont une organisation sociale et politique, une manière de voir le monde qui est très proche en fait de celle des Étrusques. Si on regarde bien. Ils sont à la frontière hein, quand je regarde la carte. Oui, tout à fait. C'est vraiment ça. Du coup, ça veut dire que Rome, c'est vraiment un outsider d'une certaine manière. Oui, bah oui. Alors surtout que Rome a été pendant un petit moment, mais en tout cas a été pendant un moment sous influence étrusque. Ok, d'accord. Notamment parce que Rome, avant d'être une république, c'était quoi, Marc? C'était une royauté. Il y y a un roi, et il y a un des rois, c'est Tarquin le Superbe. Tout à fait. Les 3 derniers rois de Rome sont de la dynastie des Tarquins. Okay. Tarquin l'Ancien, je sais plus le deuxième, et Tarquin le Superbe. Et ces 3 rois-là étaient d'origine étrusque. Ok, c'est des Étrusques. Et donc Rome, même si elle ne faisait pas directement partie de la Ligue étrusque, de la Fédération étrusque, a quand même eu une royauté étrusque qui a été plus ou moins sous influence directe des Étrusques. La dernière petite chose à savoir sur cette dodécapole étrusque, c'est que c'est une cité, il y a une alliance militaire, commerciale évidemment, mais elles sont toutes autonomes les unes des autres. Ok. Et ce qui fait, et ça c'est important à comprendre, c'est que lorsqu'une cité, cette dodécapole, mène une guerre, les autres cités vont pas forcément se mêler à la guerre.
Ah ok, c'est plus une sorte de... S'il y a un appel à l'aide, si les intérêts de toute la confédération étrusque sont menacés, là oui, il peut y avoir une espèce de sentiment patriotique étrusque qui se lève. J'aimerais complètement l'idée, quoi. C'est que les différentes cités gèrent un petit peu leur territoire, leur politique de leur côté. Et de temps en temps, il y a des décisions qui peuvent être prises à l'échelle de la dodécapole et de la confédération. C'est ce que je veux dire, c'est un peu comme une confédération ou un peu comme la Ligue de Corinthe, quoi. C'est... Exactement. Si t'as un ennemi extérieur, tu te démerdes, mais par contre, l'influence grecque. La proximité avec le monde grec, c'est que chaque cité mène un petit peu sa politique comme elle le veut, et que les alliances qui les lient entre elles se font à certains niveaux, mais pas à d'autres. Okay. Et qu'il y a des questions où, au contraire, la confédération n'a rien à voir là-dedans, et c'est la cité elle-même qui prend ses décisions pour son territoire. Ok. Enfin voilà. Et donc, comment que se fait-il que Rome et Veii se soient foutus joyeusement sur la tronche au 5e siècle avant Jésus-Christ? En fait, c'est plutôt simple. Alors déjà, on va présenter les deux cités, et tu vas le comprendre, Marc, et vous allez vite le comprendre. Qu'est-ce qui a pu faire que les deux en sont venus à s'affronter? Alors tout d'abord, on va prendre Rome. Ouais. Tout le monde connaît Rome, hein, tout va bien. Donc Rome, la cité des 7 collines. Rome qui est très judicieusement située sur un fleuve, lui aussi extrêmement célèbre, qui se nomme... Le Tibre. Oui, le Tibre, exactement. Et alors, il y a une chose à savoir, c'est que le Tibre, c'est dans l'Antiquité, et même très longtemps dans l'histoire italienne, un peu comme nos fleuves en France, c'est l'autoroute commerciale du centre de l'Italie. Il y a énormément de marchandises de différents peuples, alors les Étrusques, les Latins, les Volsques, les Sabins, tous ces peuples du centre de l'Italie, et j'en oublie, les Ombriens aussi, vont utiliser le Tibre pour des échanges commerciaux, et surtout pour rejoindre la mer Tyrrhénienne, et puis la Méditerranée un peu plus loin. Et donc Rome est située pratiquement à l'embouchure du Tibre, hein, pas très pareil, il y a une dizaine, quinzaine de kilomètres de la mer Tyrrhénienne. Rome donc s'établit sur au départ une colline, puis les 7 environnantes, hein. Cité pastorale, mais cité qui profite aussi du commerce sur le Tibre, et cité qui va vite s'imposer comme étant une cité péage. Okay. Ah, vous voulez faire passer des marchandises depuis la mer jusqu'à l'intérieur des terres ou inversement? Mes petits copains, va falloir payer. Et tu dis que c'est une cité pastorale, donc ils sont plutôt dans l'élevage de moutons alors, les Romains à la base? Tout à fait. Les 7 collines de Rome, l'Aventin, l'Esquilin, j'oublie mes hommes, le Caelius, le Palatin, etc., sont au départ des cités qui servaient à faire paître des moutons. Ok, putain, c'est loin de ce qu'on imagine de Rome. Parlant... Ah oui, non, puis d'ailleurs, archéologiquement parlant, les vestiges les plus anciens connus qui remontent justement au 7e ou 8e siècle avant Jésus-Christ sont des cabanes, des granges et des choses qu'on interprète comme étant potentiellement effectivement des refuges ou des habitations d'éleveurs. Ok. Et des traces assez évidentes d'élevage de moutons. Ok, incroyable. Ah, donc Romulus, c'était un éleveur de moutons. C'est un éleveur de moutons. En plus d'être le fils d'une prostituée, probablement. Et d'autre part, il se trouve que Rome est ce qu'on appelle un site de premier pont. Ça veut dire que quand vous arrivez depuis la mer et que vous remontez le long du Tibre, le premier passage à gué c'est Rome. Suffisamment large, qui est suffisamment large pour faire passer, et haut pour faire passer des hommes, mais aussi des animaux, des chariots, un peu ce que vous voulez, c'est là où se trouve Rome. C'est au pied des 7 collines de Rome, au niveau de ce qui deviendra plus tard le Champ de Mars. Ok. Et donc, quand vous voulez passer de l'actuelle Toscane, des territoires du nord, et traverser le Tibre pour aller vers le sud, vers le Latium ou même vers la Campanie, région connue plus tard pour abriter la cité de Pompéi, une région qui est extrêmement lucrative d'un point de vue agricole et commercial très tôt dans l'histoire, quand vous passez par Rome, c'est exactement la même chose. On vous demande petite piécette au passage. Ok. Voilà. Putain, ils ont fait leur thune sur ça, quoi. En tout cas, Rome va énormément profiter de sa situation géographique, effectivement. Et puis, dernière chose, Rome va exploiter de manière extrêmement active les marais salants et les salines qui se trouvent en bord de la mer Tyrrhénienne. Ok. À l'embouchure du Tibre, justement. Et le sel, c'est l'or blanc de l'histoire, qui sert à la conservation des aliments notamment, mais pas que. Et donc, Rome va aussi utiliser sa position pour vendre du sel un peu partout en Italie. Putain, donc ils étaient éleveurs de moutons et commerçants. Et commerçants et paludiers pour le sel, on dit ça comme ça? Paludier, je crois. Oui, il me semble, oui. Ok, incroyable. Je savais pas. Voilà. Et puis, alors évidemment, comme toutes ces exploitations agricoles, commerciales et des ressources naturelles, ça attire un petit peu les convoitises et la concurrence entre ces différents peuples. Eh bien, Rome, comme tous les autres cités qui deviennent des cités importantes et des cités, va chercher un petit peu à s'assurer un territoire stable et des partenaires commerciaux réguliers, que ce soit de gré ou de force d'ailleurs,
Et donc Rome, déjà sous la royauté, va non pas conquérir, mais en tout cas s'assurer une mainmise sur le Latium et s'assurer de faire partie des cités importantes du Latium. Et puis lorsque Rome deviendra républicaine, là c'est vraiment le Latium va être intégré au territoire romain et au régime romain. Là vraiment sous la République, c'est Rome qui devient la cité dominante du Latium. Et c'est une domination qui en fait sert aussi les autres cités du Latium puisque ça leur permet d'être protégés face aux voisins, donc encore une fois Étrusques, Ombriens, Volsques, Sabins, etc. Ça c'est le cas donc de Rome. Passons maintenant à Veii. Donc Veii c'est une cité étrusque, on l'a dit. Alors Veii qui n'est pas directement sur le Tibre, mais qui est sur un des confluents, ou plutôt des affluents du Tibre, qui s'appelle le Crémère. En fait, quand vous remontez le Tibre d'une dizaine de kilomètres depuis Rome jusqu'à l'intérieur des terres, à un moment, vous arrivez à un endroit où il y a un confluent. Il y a donc le Tibre, qui part vers l'est-nord-est. Vers le nord, il y a le Crémère. Et vers le sud, il y a l'Agneau. Et vraiment, ça fait presque une patte doigt, ces 3 cours d'eau qui se séparent. Et oui, on voit bien, là, effectivement, j'ai une carte. Enfin, qui se séparent, plutôt qui se rejoignent. Qui se rejoignent, ceux qui sont spécialistes des cours d'eau et des débits d'eau sont en train de s'arracher les cheveux, j'en suis désolé, mais effectivement, c'est là où ces cours d'eau se rejoignent, effectivement. Et donc, tout au nord, sur la Crémère, vous avez la cité de Veii. Alors, du coup, cité de Veii qui utilise le Crémère et son accès au Tibre pour faire du commerce sur le Tibre. Veii qui domine un large territoire, donc le sud de l'actuelle Toscane, et Veii qui, pareil, s'est assuré une espèce de domination sur les différentes petites cités, petites bourgades du coin, et qui s'est arrêté justement au nord de la zone du Latium et vers Rome, parce qu'il y avait Rome qui était déjà là. Et Veii qui utilise aussi le Crémère, le Tibre et l'Agneau pour faire du commerce avec le sud, avec le Latium, mais aussi avec la Campanie. Et Veii qui utilise et qui exploite également des salines et des marais salants en bord de mer Tyrrhénienne, parce qu'en fait, depuis Veii, si vous descendez la Crémère et le Tibre, ou même si vous passez par les terres, finalement, c'est pas si loin. Et du coup, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui vous titille là ? Les deux sont en concurrence. Exactement, Marc. Les deux sont en concurrence parce que les deux utilisent le Tibre pour le commerce. Les deux essaient de dominer des territoires qui sont quand même très proches les uns des autres. Et les deux exploitent le sel. Donc forcément, ça peut pas bien se passer. Et puis, les archéologues et les historiens sont pas tous d'accord, mais il y a probablement des petites tensions, des petites rixes entre Rome et Veii, déjà tout au long du VIe siècle. Avec justement cette idée que il y a des problèmes commerciaux et des litiges commerciaux et d'accès au Tibre et de circulation des marchandises, etc. Parce que je vous donne un exemple. Alors je dis pas que Rome l'a fait, mais je vous donne un exemple. Rome est pas contente après Veii. Et Rome vu qu'elle est sur le Tibre en aval par rapport à Veii et à la Crémène, Rome peut tout à fait bloquer l'accès des marchandises qui viennent de la mer en direction de Veii par le Tibre. Tu fais la guerre par embargo ou par taxe ou des trucs comme ça, quoi. Voilà. Et donc Veii serait obligé de passer par un autre cours d'eau situé à l'ouest de son territoire qui s'appelle l'Arro, mais c'est un cours d'eau qui est beaucoup plus petit, qui est beaucoup moins pratique et facile d'accès que le Tibre. Et donc ça limiterait fortement les possibilités économiques de Veii. Et l'inverse est possible aussi. Veii peut très bien mettre un embargo sur les marchandises qui viennent de l'intérieur des terres et peut très bien se liguer avec les Ouvriens ou avec les Volsques pour emmerder Rome. Alors bien sûr, encore une fois, là, c'est du purement hypothétique. On n'a pas vraiment de traces historiques ou archéologiques de ça, mais c'est, en tout cas pour le VIe siècle, mais c'est quelque chose que l'on peut imaginer. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe qu'il y a des affrontements possibles entre ces deux cités, mais les deux cités, malgré tout, sont de forces équivalentes, a priori. Et donc, il n'y a vraiment personne qui s'impose, et on n'est plus sur des petits tricks, c'est vraiment sur de la guéguerre économique, mais assez tranquille, qu'un véritable conflit qui opposerait les deux cités. Et puis, il se passe à la fin du 6e, au début du 5e siècle, et bien que Rome change de régime politique, puisque Rome, donc, entre 510 et 509 avant Jésus-Christ, chasse les Tarquins du pouvoir, et les familles aristocratiques de Rome en profitent pour prendre le pouvoir et instaurer donc le régime sénatorial, passer d'une monarchie à la res publica, donc la chose publique, et donc la République de Rome qui va naître à ce moment-là. Alors évidemment, toute révolution et tout changement de pouvoir un peu brusque, on va dire, implique des retombées,
au niveau de la géopolitique et de l'économie, évidemment. Et à partir du moment où Rome devient une république, et ben, au niveau des cités du Latium, ça va un petit peu capoter, on va dire. En tout cas, Rome va passer un temps infini, beaucoup de temps en tout cas, à renforcer, se remettre en avant sur la scène du Latium. Ok. Puisque, évidemment, c'était sous la royauté qu'il y avait des accords avec les différentes cités du Latium. À partir du moment où il n'y a plus de droit, les autres cités disent les accords ne tiennent plus. Et donc Rome va un petit peu batailler, aussi bien au sens propre qu'au sens figuré, pour reprendre un petit peu le Latium. Et en fait, le VI va vouloir profiter, on le pense, de cette fragilité de Rome pour essayer de prendre la mainmise sur le commerce du sel, sur son contrôle du Tibre. Et pour ça, ils vont notamment utiliser une cité, une petite cité, qui s'appelle Fidène, Fidena. Et il se trouve que Fidena, elle est au confluent de la Crémère, du Tibre et de l'Anneau. Et c'est étonnant que Fidenae a pas été hyper pété de thunes, parce qu'elle est celle qui est au milieu de tout. Eh ben non, oui, étonnamment, c'est resté une petite cité secondaire, alors qui avait sa classe dirigeante et tout, mais une petite cité qui a toujours été sous l'influence directe de VI. Ok. Et malgré sa proximité avec Rome et le Latium, Fidène, c'est toujours une cité qui a été en très 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 bon terme avec les Étrusques et qui a toujours été sous la protection de VI. Ok. Et donc, VI veut utiliser Fidène pour servir d'avant-poste, si tu veux, commercial sur le Tibre et s'assurer sa mainmise sur cette partie-là du Tibre. Et du coup, Rome, ça va pas trop y plaire. Rome va terminer de se remettre un petit peu d'aplomb au niveau du Latium. Et puis, au début du 5e siècle, donc vers entre 499 et 496 avant Jésus-Christ, va y avoir une première guerre entre Rome et VI. L'idée, justement, c'est que Rome va reprocher à VI cette mainmise sur le Tibre, ces blocages économiques. Et donc, Rome va militairement essayer de prendre le contrôle de la région de Fidène et également d'une partie de la Crémère un peu plus au nord. Alors, bien sûr, VI va s'y opposer. Tu m'étonnes. Les deux armées vont s'affronter. Et il se trouve que cette première guerre, elle va se solder par un statu quo, parce que, en fait, Rome va perdre une bataille. Ah ouais, ok. La bataille de Crémère, d'ailleurs, même le désastre de Crémère, qui a lieu donc quelques décennies plus tard, en fait. Il y a déjà des premiers conflits entre 499 et 496, et en fait, c'est en 477 avant Jésus-Christ que la bataille de Crémère a lieu, et c'est un désastre, en fait. Les généraux romains qui mènent cette armée vont se faire complètement pulvériser par les troupes de VI, mais aussi de Fidène. Et donc, Rome est en difficulté. Mais malgré tout, VI n'a pas les capacités, en fait, de pousser plus loin la guerre. Parce qu'en fait, VI va aussi perdre une bataille, pas très longtemps après. Alors, ça va être un moins gros désastre que celui de Rome, mais enfin, l'armée de la cité de VI va tomber dans une embuscade et va être écrasée par les défenseurs romains, donc justement, qui voulaient empêcher l'armée de VI de progresser jusqu'à Rome. Donc, avec une défaite dans chaque camp, de lourdes pertes et des problèmes économiques assez importants. A priori, VI rencontre aussi des petits problèmes à ce moment-là, ça tombe un petit peu mal. Eh bien, les deux cités vont donc entrer dans un statu quo et se regarder en chien de faïence pendant un petit moment. Et puis intervient la deuxième guerre de VI. Celle-ci qui va se passer entre 438 et 425 avant Jésus-Christ. D'accord ? Ce deuxième conflit, il est aussi appelé la guerre de Fidène, puisque, là, ça va un petit peu mal se passer. En fait, entre la première et la deuxième guerre de VI, il faut savoir que Fidène, la fameuse Fidène, entre-temps, elle est passée du côté romain. Ah merde. Ouais, en fait, par des jeux de diplomatie et d'accords divers et variés, et également par quelques actions militaires, Fidène, qui est encore une fois une cité qui est indépendante, elle était sous la protection de VI, mais elle n'est pas complètement rattachée à Fidène devient romaine. Et ce qui se passe, c'est que, évidemment, ça ne plaît pas à VI, que VI va vouloir récupérer Fidène. Et donc, la deuxième guerre de VI, ça va être VI et Rome qui vont s'affronter pour le contrôle de Fidène. Alors, il va y avoir plusieurs batailles de prise et de reprise de Fidène. Et finalement, Fidène, qui est assiégée par Rome une dernière fois, donc en 425 avant Jésus-Christ, va être complètement prise par Rome. Et Rome va surtout réussir à faire en sorte que VI ne reprenne jamais le contrôle de la cité. Et en fait, ce qui se passe, et ce qui explique la victoire de Rome par rapport à la première guerre, c'est que Rome a appris
de ses échecs. Et surtout, Rome a complètement changé de situation. En fait, en quelques décennies, Rome a complètement réussi à renforcer ses positions dans le centre de l'Italie, à développer énormément son commerce en Méditerranée et sur la péninsule italienne, a remporté des victoires aussi sur les vols, sur les Sabins, qui lui ont permis de récupérer énormément de richesses, mais aussi d'avoir des cités alliées. Et donc Rome va complètement renverser la balance. Et alors ça, c'est pas de la faute de Rome, mais en fait, après cette guerre face à Rome, Veii va perdre, bien sûr, en puissance, en rayonnement, mais même Veii va finir par complètement disparaître. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Veii, c'est une cité qui n'existe plus. Ah oui, parce que j'avais regardé vite fait pour savoir à quoi ça correspond aujourd'hui, mais c'est vrai, du coup, ils ont jamais réussi à s'en remettre de ça, alors du coup... Non, effectivement. Alors, c'est pas la seule raison, mais en tout cas, dans le cas de la cité de Veii, c'est une des raisons qui explique que la cité va perdre en puissance. Parce que vraiment, cette cité de Fidène sur laquelle comptait Veii était extrêmement importante. Et donc, quand Fidène est accaparée par les Romains, et quand Veii essaie de reprendre la cité, mais que les Romains reprennent et conservent la cité de Fidène, en fait, les Romains s'assurent la mainmise sur le Tibre. Et ce que j'expliquais au début, c'est qu'à partir du moment où Rome a la mainmise sur le Tibre et sur ses affluents que sont la Crémaire et l'Anio, Rome domine les routes commerciales qui mènent vers le nord et vers le sud, vers la Toscane, l'Émilie-Romagne, vers la Campanie au sud, vers l'est. Alors évidemment, je l'ai abordé de manière extrêmement rapide ici parce que c'est un sujet qu'on devait se partager à deux au départ. Tout à fait. Et finalement, là, je l'ai abordé tout seul. Donc, la deuxième partie sur... Non, mais voilà, mais c'est comme ça. Et du coup, voilà, chers auditeurs, la deuxième partie est un peu légère à raconter, un peu rapide parce que, peut-être qu'elle sera racontée une autre fois par quelqu'un d'autre. Voilà, en tout cas, vous avez déjà les prémices de cette guerre et vous avez un petit peu l'ambiance italienne de ces 8e à 5e siècle avant Jésus-Christ. C'est-à-dire tout un tas de cités-états qui sont voisines les unes des autres, qui, pour certaines, se développent très fortement et développent une très forte économie. Et bien sûr, tout ça, ça mène à des rivalités. Et en fait, l'exemple de Rome et de Veii, ce n'est qu'un parmi tant d'autres. C'est parce qu'on connaît Rome encore aujourd'hui et que son histoire a été extrêmement étudiée. En fait, si on regarde bien, l'histoire italienne, de la péninsule italienne de ces siècles-là, est remplie de Rome et de Veii qui s'affrontent pour des contrôles de routes commerciales et d'accès aux ressources. Oui, parce que je viens de voir qu'effectivement, ils remettent le couvert une troisième fois aussi aux alentours de 386 avant Jésus-Christ. Oui, mais alors autour de 386, c'est là, je crois que la victoire de Rome, elle est assez rapide. Ouais, ils font un siège, ils les défoncent et après c'est fini, quoi. C'est vraiment la deuxième guerre qui va asseoir la supériorité de Rome. Ouais. On l'a vu, comme je l'ai expliqué, la première, on a vraiment deux cités qui sont de force égale. Rome qui est en difficulté à cause de son changement de régime politique et qui utilise une énorme partie de ses ressources pour récupérer un ascendant sur le Latium. Et Veii qui, de son côté, investit beaucoup dans cette guerre et dans son accès au Tibre par Fidèle, mais qui connaît une espèce de baisse économique. Oui, ils sont. Alors, faut savoir que le 5e siècle, c'est aussi le moment où le monde étrusque était moins rayonnant qu'avant. Oui, il était sur le déclin en fait. Voilà, il y a déjà des petits problèmes de contrôle de territoire, etc. Oui, parce que du coup, les Étrusques au final, ils vont se faire complètement assimiler par les Latins à la fin. Ah, tout à fait. Par les Latins et par les Celtes. Et par les Celtes aussi. Ah oui, ok. Le nord de l'Italie, non, c'est ça du coup. Oui. Et ouais. Le 5e et 4e siècle, surtout 4e siècle, c'est aussi l'arrivée des Celtes dans le nord de l'Italie. Oui, parce que j'allais dire, la prise de Rome par les Celtes, c'est en quelle année déjà Oui, la Vae Victis, malheureux vaincu en balançant son épée sur la balance. Je sais pas si c'est vrai ou pas, mais... On est en 390 avant Jésus-Christ. Ah oui, donc c'est vraiment juste après, quoi, pratiquement. Voilà, c'est vraiment 4e siècle, les Celtes arrivent, bim bam boum. Ils mettent tout le monde d'accord en mode, oh les gars, juste, ça suffit. Mais de toute façon, les Celtes arrivent sur des territoires où déjà la grande influence étrusque est déjà un petit peu passée. Ouais. Et ils finiront par se faire taper dessus aussi de toute façon par les Romains à un moment donné ou un autre, quoi. Oui. Ça a peut-être rien à voir, là, je digresse un peu, mais pourquoi est-ce que les Celtes n'ont pas gardé Rome, du coup, après qu'ils l'aient pris, ils sont barrés juste ? Ah, ils se sont juste barrés. Ils sont juste venus pour le fric, quoi. Mais en fait, c'est exactement ça. En fait, ils étaient surtout intéressés par les territoires, a priori, vraiment de la plaine du Pô et du nord de l'Italie. Et en fait, s'ils poussent jusqu'à Rome, c'est parce que Rome intervient militairement au départ pour protéger ces territoires. Et ouais, c'est pour donner une leçon, quoi, en fait. Parce que ces territoires-là sont déjà des territoires, alors soit qui sont des alliés ou des clients de Rome. Et donc, quand Rome voit débouler les Celtes, ils disent, qu'est-ce que c'est que ces conneries, là? Non, attendez, là, nous, on a besoin de ces territoires-là qui sont un peu en forme pour notre économie, vous déconnez. Et,
Rome va se faire complètement balayer par les troupes celtes, et c'est le célèbre, bon là on change de sujet, mais c'est le célèbre Brennus qui va poursuivre et pousser ses raids, et Rome qui est assiégée et pillée en 390 avant Jésus. C'est la même histoire avec les oies qui ont permis aux Romains de se réveiller. Ok, mais ça n'a pas servi à grand chose parce qu'ils sont quand même fait défoncer. C'est les oies du Capitole qui se réveillent en pleine nuit alors que les troupes de Brennus essayent d'escalader les pentes du Palatin. Et le réveil des oies permet aux défenseurs de la ville d'avoir l'alerte en fait et de défendre le Palatin face aux troupes de Brennus. Et d'ailleurs, si Brennus il ne conduit pas plus loin le siège, c'est aussi parce que il faut payer ses troupes, il faut les nourrir, etc. Eh oui, ouais. Et donc même s'il obtient la reddition de Rome et énormément de richesses à ce moment-là, malgré tout, Brennus n'est sans doute pas resté aussi parce que pas de quoi nourrir son armée. Quoi. Ouais. Ouais, c'est plus une victoire symbolique qu'une victoire décisive, quoi, en fait. Un peu, ouais. D'une certaine manière. Ok. Bah super, c'était hyper intéressant, Seb. Moi j'adore entendre parler de cette antiquité peu connue, parce que c'est vrai que Rome, on en fait toujours des caisses sur l'Empire et tout, mais l'antiquité italienne républicaine et anti-républicaine est aussi hyper intéressante, je trouve, et malheureusement peu connue, donc c'est avec plaisir qu'on te réaccueillera pour parler de Celtes, d'Étrusques et de tout ce que tu veux qui vivait en Europe occidentale à ces époques-là. Ça m'a fait super plaisir de t'avoir pour cet avant-dernier épisode de la saison 6 de Tout et de Rien, puisque oui, cette année... plaisir partagé. Puisque cette année, la saison 6 de Tout et de Rien ne comportera que 12 épisodes, moins que les autres années, parce que on a été accaparé par d'autres projets, comme vous l'avez pu le voir sur la chaîne. Mais comme toujours, ça va se terminer avec un épisode live qui aura lieu le mardi 16 décembre au soir, donc je sais pas si en publiant cet épisode, est-ce qu'il sera publié avant ou après, j'en sais rien, mais je le dis quand même. Et quoi qu'il arrive, de toute façon, rassurez-vous, le live sera publié aussi sur la chaîne YouTube. Sur ce, merci encore une fois Seb d'avoir été présent ce aujourd'hui, et on se dit à très très vite pour à nouveau écouter un petit peu de tout, et surtout un petit peu de rien. Des bisous à toutes. Salut, salut. Tu es là? Oh non, il a à nouveau disparu. Seb? Tu as disparu. Tu as disparu. Disparu. Seb? Tu m'entends? Oui, ça y est, je te réentends. Oui, pardon, c'est le moment où mon PC a décidé de planter. Il a crash. Ah merde. Et donc du coup, j'ai pas du tout entendu la fin de ce que tu racontais, excuse-moi. Oh non, c'est pas grave, t'inquiète. J'en étais... T'avais fini du coup? Ouais, j'ai fini du coup. Ouais, ouais non, attends, bon, on va refaire pour que tu aies une transition au montage qui soit un peu proche.